Vous avez déjà entendu parler d'intrication quantique. En anglais, on l'appelle entanglement. Aujourd'hui, on va plus loin. On ne se demande pas ce qu'est l'intrication, mais comment on fait pour la créer. Autrement dit, comment parvient-on à mettre deux particules dans un état d'intrication quantique? Il existe plusieurs façons de créer des particules intriquées, certaines plus subtiles que d'autres. Dans cette vidéo, je vous amène à la découverte des trois expériences élégantes et ingénieuses de la physique quantique, pour comprendre comment aujourd'hui les scientifiques parviennent à créer des paires de particules en état d'intrication quantique et comment ils réussissent à le faire même lorsque ces particules n'interagissent jamais directement entre elles. Méthode numéro 1. Créer des photons intriqués en utilisant les sauts électroniques d'un atome. Les prix Nobel John Clauser en 1972 et Alan Aspect en 1982 ont utilisé des atomes de calcium pour créer des photons en intrication quantique. Pour cela, on envoie un faisceau laser sur un gaz d'atomes de calcium, ce qui excite ces derniers à un niveau d'énergie plus élevé. Une fois dans cet état excité, l'électron peut redescendre directement vers le niveau d'énergie le plus bas en émettant un seul photon. Mais il peut aussi suivre un schéma alternatif. Comme l'indique Clauser dans son article de 1972, 7% des atomes qui ne redescendent pas directement à l'état fondamental le font en émettant deux photons à environ 8,1 nanosecondes d'intervalle, c'est-à-dire environ 8,1 milliardièmes de seconde. Ces deux photons sont émis dans des directions aléatoires, mais quand ils partent dans des directions opposées, la conservation du moment angulaire fait que leur polarisation est corrélée et les deux photons se retrouvent intriqués. Le fait de devoir attendre que les photons soient émis dans des directions opposées et que ces directions coïncident avec celles dans lesquelles se trouvent les instruments de détection réduit beaucoup le nombre de photons intriqués qu'on peut obtenir avec cette méthode. On a mentionné la polarisation de la lumière. Qu'est-ce que la polarisation de la lumière? La lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle est constituée des champs électriques et magnétiques qui oscillent en permanence à fur et à mesure que la lumière se propage dans l'espace. Ces champs peuvent osciller dans n'importe quelle direction, mais lorsque, dans un faisceau lumineux, les champs oscillent toujours selon la même direction, on dit alors que la lumière est polarisée. Par exemple, un photon peut être polarisé horizontalement si ses champs électriques oscillent toujours dans la direction horizontale. Et lorsque deux photons sont mis en intrication par la méthode de Clauser, leur polarisation est opposée. Si l'un est polarisé horizontalement, l'autre l'est verticalement. Cela nous amène à un point essentiel. Lorsqu'on dit que deux particules sont en état d'intrication quantique, il faut toujours préciser quelle propriété des particules est intriquée. Dans le cas des photons, il s'agit de la polarisation. Dans le cas des électrons, cela pourrait être le spin de ces électrons. La deuxième méthode pour créer des photons intriqués utilise ce qu'on appelle la conversion paramétrique descendante spontanée. En anglais, Spontaneous Parametric Down Conversion. Le prix Nobel Anton Zeilinger a utilisé cette technique en 1995 et dans les années qui ont suivi. L'un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle permet de produire des photons en état d'intrication de manière bien plus efficace que la méthode précédente. Un photon est envoyé à travers un cristal de borate de bêta-baryons. La plupart des photons traversent le cristal sans être affectés. Mais dans certains cas, le photon entrant se divise en deux photons. Un photon entre et deux en sortent, avec une énergie totale égale à celle du photon initial. En raison de la conservation de la quantité de mouvement, les deux photons en sortie se répartissent en deux cônes qui se croisent en deux points. Lorsque les photons sont émis au point d'intersection de ces cônes, ils se trouvent alors en état d'intrication quantique. Cette méthode repose sur une propriété particulière du cristal de borate de bêta-baryons. La manière dont un photon s'y propage dépend de sa polarisation. Pour ceux qui sont intéressés, l'indice de réfraction du cristal
dépend de la polarisation de la lumière qui le traverse. Grâce à cette technique, en 1995 et 1998, le prix Nobel Zillinger est parvenu à augmenter de manière significative l'efficacité de la création de photons intriqués. Autrement dit, cette méthode permet de créer bien plus de photons en intrication par seconde que la technique utilisée par Clauser et Aspect avec des atomes de calcium. Il faut cependant garder à l'esprit que dans l'expérience de Zillinger, on obtient une paire de photons intriqués pour environ 1 million de photons envoyés dans le cristal. C'est pour cette raison qu'on utilise des lasers très puissants afin d'envoyer un très grand nombre de photons sur le cristal de borate de bêta-baryons. La troisième méthode consiste à créer des électrons intriqués dans des diamants synthétiques en utilisant une technique appelée Photon Heralded Entanglement, qu'on peut traduire par intrication annoncée par des photons. Voyons comment cela fonctionne. Cette technique permet même de mettre en intrication deux électrons qui n'ont jamais interagi entre eux, contrairement aux deux méthodes précédentes où les deux photons intriqués étaient produits lors d'un même événement. Dans cette troisième méthode, la propriété que l'on intrique est le niveau d'énergie de ces électrons. Autrement dit, chacun de ces électrons peut se trouver soit dans un état à énergie plus basse, soit dans un état à énergie légèrement plus élevé. Donc ici, on n'intrigue pas le spin des électrons. En général, il faut toujours deux états possibles, que ce soit la polarisation horizontale et verticale pour les photons, le spin up et down pour des électrons libres, deux niveaux d'énergie différents, ou encore un courant qui circule dans le sens horaire ou anti-horaire dans un circuit. Dans tous les cas, on appellera ces deux états 0 et 1 et on les mettra en intrication quantique. Dans le cas des électrons dans des diamants synthétiques, les deux états sont deux niveaux d'énergie concrets choisis pour leur stabilité. Ces états peuvent vivre jusqu'à 10 millisecondes avant de retomber dans un état à plus basse énergie. Travailler avec des électrons libres est très difficile car il faudrait isoler chaque électron dans une sorte de piège magnétique. L'électron flotterait dans le vide maintenu par des champs magnétiques. Une méthode bien plus efficace consiste justement à utiliser des atomes et des électrons piégés dans des diamants synthétiques. Un diamant est un cristal régulier d'atomes de carbone, où chaque atome de carbone est lié à 4 autres. Dans la nature, il peut arriver que des impuretés apparaissent dans un diamant. Un cas particulier est celui où deux atomes de carbone manquent et sont remplacés par un atome d'azote et une lacune, c'est-à-dire un espace vide. Cette impureté, avec beaucoup d'imagination, est appelée un centre azote-lacune. Si l'atome d'azote acquiert un électron supplémentaire de son environnement, il se retrouve avec 6 électrons dans sa couche externe. Et ce sont précisément deux niveaux d'énergie de cet électron supplémentaire qui seront mis en intrication grâce à cette technique. En laboratoire, on intrique donc le centre azote-lacune d'un diamant avec celui d'un autre diamant qui peut se trouver à grande distance. Tout d'abord, grâce à des techniques optiques, on place chaque électron dans une superposition de deux niveaux d'énergie. Autrement dit, chaque électron se trouve à la fois dans un niveau et dans l'autre avec une probabilité égale. Ensuite, le centre azote-lacune de chacun des deux diamants est excité à l'aide d'un laser. Lorsqu'un photon est réémis, il se retrouve intriqué avec l'électron. En d'autres termes, on a deux diamants synthétiques. Dans chacun d'eux, l'électron du centre azote-lacune est en intrication quantique avec le photon réémis par le diamant. En d'autres termes, l'électron et le photon sont tous deux dans l'état où l'électron se trouve sur le niveau d'énergie le plus bas et où le photon a une polarisation par exemple horizontale, et dans l'état où l'électron se trouve dans l'état d'énergie supérieure et où le photon a une polarisation verticale. À ce stade, on fait interagir les photons émis par chacun des deux diamants et on effectue une mesure spécifique sur ces photons. Comme
Chaque photon était en intrication avec son propre électron. Faire interagir les deux photons revient à mettre les deux électrons en intrication quantique. On dit alors que l'observation des photons annonce l'intrication des deux électrons dans les diamants synthétiques. Je trouve les expériences sur l'intrication quantique absolument fascinantes et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous souhaitez en savoir plus sur la mécanique quantique, non seulement sur la physique, mais aussi sur l'histoire et la philosophie du monde quantique, je vous recommande de lire mon tout nouveau livre, La mécanique quantique, volume 1, la première révolution quantique. Le voici. Il s'agit d'un ouvrage en 3 volumes dont le premier est déjà disponible et qui vous accompagne de la naissance de la mécanique quantique jusqu'au principe d'indétermination de Heisenberg. C'est un livre accessible à tous et qui ne nécessite aucune connaissance préalable, car je l'ai écrit en partant des zéros et en utilisant un langage simple. J'ai également inclus 69 figures et diagrammes que j'ai dessinés, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Au revoir et à bientôt avec un nouvel épisode de Pépites de science.